Bienvenue à un nouvel épisode du podcast L'Environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. L'épisode d'aujourd'hui est une discussion entre l'animateur du podcast Dimondial et Dr. Claudel Petin de Rosier. La question: quel rôle est-ce que les professionnels de la santé ont dans le mouvement écologiste? Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et événements et de mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'Environment in Canada podcast sur le Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous trouvez vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, 90.3 FM, toutes les 2 semaines, le mardi à 11h, heure de l'Est. Bonjour et bienvenue à l'Environnement au Canada. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, s'il vous plaît, pour notre auditoire? Avec plaisir. Claudel Pétrin des Rosiers, je suis médecin de famille à Montréal et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Oui, donc est-ce que vous pouvez parler un peu de votre rôle dans l'Association québécoise des médecins pour l'environnement? Oui, c'est un rôle en fait que j'occupe depuis plusieurs années maintenant, puis qui me rend très complète, je dirais, comme médecin. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, c'est une organisation bénévole, communautaire, composée de médecins qui décident en fait de trouver un sens un petit peu plus fort à ce qu'ils font cliniquement auprès des patients tous les jours, en donnant du temps pour s'occuper de l'environnement, des changements climatiques, de ces grandes questions-là qui finalement touchent directement à la santé des gens. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement s'intéresse à des questions comme l'adaptation au changement climatique, les bienfaits du verdissement urbain ou du contact avec la nature, les réglementations qui entourent notamment les substances toxiques, la qualité de l'air. Puis plus récemment, on discute beaucoup là, de comment faire en sorte qu'on a un système de santé qui a des principes éco-responsables. Donc, comment atténuer un petit peu l'empreinte environnementale du réseau de la santé tout en adoptant des pratiques cliniques qui sont bonnes pour les gens. Donc, plusieurs personnes ne sont pas très au courant de c'est quoi le lien entre la santé et l'environnement. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ce lien-là? Oui, c'est une grande et une très belle question. Les changements climatiques ont été définis maintenant depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années presque, là, par l'Organisation mondiale de la santé puis des grandes revues médicales comme étant la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Il faut comprendre que les changements climatiques viennent jouer sur à peu près tous les systèmes du corps humain à travers la panoplie d'impacts qu'ils ont dans notre quotidien. On peut penser à la chaleur, surtout en période estivale là, qu'on connaît au Canada, mais l'augmentation moyenne des températures vient causer des stress sur le corps un petit peu partout sur la planète. On peut penser aux inondations, aux pluies diluviennes. Les gens qui vivent, qui voient leur maison s'inonder, peuvent présenter des enjeux d'anxiété, de dépression, des enjeux de sommeil, ce qui a un impact indéniable sur leur santé. Les feux de forêt sont une autre grande catégorie des conséquences des changements climatiques qui ont des impacts sur la santé. Quand les forêts brûlent, mais non seulement on perd des écosystèmes, mais les arbres relâchent des particules toxiques qui viennent engendrer une détérioration de la qualité de l'air. Et c'est un air qu'on respire, et donc on respire des particules qui sont nocives pour nous. Ça irrite la gorge. Ça peut irriter les poumons, ça peut nous entraîner des difficultés à respirer. Puis évidemment, quand on perd des lieux qui sont significatifs, ça a des impacts qui sont difficilement mesurables, mais quand même bien présents sur notre santé mentale, sur notre sécurité culturelle, des fois sur notre patrimoine aussi. Et donc, on peut découler un petit peu de tous ces impacts-là des changements climatiques qu'on connaît maintenant assez bien, là, de l'augmentation du niveau des mers, les impacts sur la température des océans, les sécheresses, les canicules. Tout ça, finalement, ça a des impacts sur la santé. Les changements climatiques, j'ai le goût de dire, c'est
une des vitrines un peu des perturbations écologiques, le fait qu'on consomme des énergies fossiles à une quantité, une vitesse impressionnante, démesurée, engendre des changements climatiques, mais viennent aussi engendrer des enjeux de qualité de l'air. On a beaucoup de pollution atmosphérique à travers le monde. C'est à peu près 99% de la population mondiale qui respire un air qui ne respecte pas les normes idéales qui sont soutenues par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça nous touche même nous, ici au Canada. La pollution atmosphérique là, est associée à une panoplie de problèmes de santé, dont une réduction de notre espérance de vie en bonne santé, des problèmes pulmonaires, certains types de cancers, des enjeux cognitifs quand on vieillit. Puis même quand on est très jeune, là, être exposé à beaucoup de pollution quand on est un enfant peut avoir des impacts sur le développement de nos poumons et le développement de notre cerveau. Puis le dernier volet à ça qu'on rajoute maintenant, au-delà des changements climatiques puis de la pollution, la crise écologique a des impacts, en fait, se manifeste par une détérioration, un déclin de la biodiversité. Puis on se rend compte que la biodiversité, c'est une force pour la santé. Quand on a une biodiversité qui est saine, qui est équilibrée, ça protège notre santé. Et là, en ce moment, on voit l'émergence de différents pathogènes, de virus, de micro-organismes qui peuvent avoir des impacts sur notre santé, qui peuvent donner lieu à des pandémies, des épidémies, certains types de maladies infectieuses qui sont rendus possibles parce que il y a un déclin dans la biodiversité puis on change l'équilibre dans les écosystèmes. On peut penser à des maladies comme le Zika, le choléra, l'Ebola, qui sont des maladies qui ont un lien avec notre biodiversité et qui sont impactées par les perturbations écologiques. Puis on se rend compte aussi que la biodiversité est bonne pour nous, elle stimule le système immunitaire de façon positive. Et tout ça fait en sorte que quand on regarde les changements climatiques, c'est un élément important, mais je pense que c'est encore plus important que de prendre un pas de recul puis de regarder ces trois enjeux-là comme étant, en fait, des enjeux qui partagent des causes communes, mais qui ont des impacts à leur façon sur notre santé aujourd'hui, et ça sur la santé de tout le monde sur la planète. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont leur santé plus menacée, dépendamment de leur âge, de leur travail, du lieu où ils vivent, l'endroit où ils habitent. Mais on peut dire aujourd'hui que la santé de pratiquement tous les habitants de la planète est impactée par les changements climatiques de façon négative. Donc oui, vous avez mentionné qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables au changement climatique. Donc, est-ce que vous pouvez dresser un peu le portrait de c'est qui ces personnes-là qui ont leur santé plus menacée que les autres par les changements climatiques? En fait, il y en a beaucoup. Puis je pense que l'important de cette question-là, c'est d'arrêter d'un peu de se voir comme étant non impacté par la question ou moins impacté que d'autres. On est impacté à des échelles variées. Évidemment, je pense que c'est toujours important de rappeler que les personnes les plus touchées sont souvent celles qui ont le moins contribué à la crise climatique. Au Canada ou même à travers le monde, on parle souvent des gens qui ont un niveau socio-économique inférieur, qui voyagent moins, qui dépensent moins, qui ont moins de voitures, etc., qui sont souvent les gens qui ont moins contribué à la crise climatique, mais qui en souffrent le plus parce que les aménagements ou le milieu de vie dans lequel ils vivent les rend un peu plus vulnérables parce qu'il y a plus d'eau de chaleur, il y a moins de verdure. C'est le cas à Montréal. Les quartiers qui ont un niveau de défavorisation économique plus élevé sont souvent les quartiers où il y a moins d'arbres, il y a plus d'îlots de chaleur, puis on sait que ça a des impacts, ça fait la différence l'été quand il y a des vagues de chaleur. Après, au Canada, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir une pensée et des actions surtout tournées vers les populations autochtones qui, pour la majorité, vivent, en fait, sont les gardiens du territoire, habitent le territoire depuis de nombreuses années, le connaissent, voient leur environnement, leurs lieux ancestraux changer à une vitesse excessivement rapidement, perdent de repères, mais sont souvent, en fait, des gens aussi qui vivent une accumulation de facteurs, dont du racisme, du colonialisme, qui les rend souvent écartés des chaînes décisionnelles. On ne reconnaît pas leurs connaissances ancestrales qui ont pourtant une haute valeur dans un monde où on doit s'adapter à l'environnement. Et ça, pour moi, ça fait partie des populations qui sont porteuses de solutions. Puis j'ai travaillé il y a quelques années à produire des rapports un petit peu à saveur politique, puis j'ai eu la chance de travailler avec une chercheuse autochtone qui m'avait dit, elle dit, j'ai hâte qu'on parle de mes confrères, de mes consoeurs comme étant non seulement, en fait, d'arrêter qu'on les voit seulement comme des victimes, mais comme des porteurs de solutions. Puis ça a un peu changé la façon dont des fois j'aborde la thématique de vulnérabilité, parce que c'est pas parce qu'on est en position de vulnérabilité qu'on n'a pas à contribuer. Puis souvent,
les gens qui sont reconnus par la science comme étant plus vulnérables, qu'on voit plus souvent avoir des problèmes de santé ou reconnus comme étant plus à risque des problèmes liés au changement climatique, ben c'est des gens qui connaissent leur réalité et qui ont souvent beaucoup à amener en termes de solutions et d'expériences vécues. Puis je pense qu'on devrait leur faire une place beaucoup plus grande autour de la table. Oui, justement, c'est quoi le rôle des professionnels de la santé pour amener ces gens-là plus à la table de solutions? Mais le rôle des professionnels de la santé, il est immense, multiple, mais il faut se rappeler que notre premier, en fait, c'est la première chose qu'on fait, du moins en tant que médecin, c'est d'écouter, de diagnostiquer, de soigner, de prendre soin. Et ça, on peut le faire sur une échelle individuelle. Moi, c'est ce que je fais comme médecin de famille au quotidien. J'ai des gens qui viennent me parler de leurs problèmes de pression artérielle, leurs problèmes de santé mentale. C'est très varié, ce qu'on fait. Mais notre premier rôle, c'est d'écouter. Puis je pense que lorsqu'on commence à écouter pour de vrai, ben on se rend compte que les gens ont des préoccupations, vivent avec des conséquences, des perturbations écologiques dans leur quotidien. Moi, je travaille dans un quartier de Montréal qui a un degré de défavorisation quand même assez élevé, qui a des îlots de chaleur, qui a pas beaucoup de verdure. Et dans le quartier, un des enjeux prédominants en ce moment, c'est qu'on menace de transformer un îlot de fraîcheur, un îlot de verdure dans un stationnement à container pour un projet d'agrandissement industriel. Et on se rend compte que lorsque moi je me mets à parler, à questionner un petit peu mes patients, ça fait partie de leur réalité, de leur quotidien, puis ça a un impact sur comment ils se sentent, comment ils profitent de leur quartier, leur sentiment de sécurité, leur sentiment d'avoir accès à des zones où ils peuvent bien se sentir. Et je pense que nous, comme professionnels de la santé, on a un devoir de transposer ces préoccupations-là. On a la chance d'être écoutés, d'être souvent considérés par les autorités gouvernementales. On nous fait confiance. Et je pense que moi, j'ai un devoir de transmettre ce que je reçois, ce que j'entends, ce que je perçois dans une plus grande échelle, surtout en lien avec l'environnement. On sait que les médecins ont particulièrement, mais l'ensemble des professionnels de la santé, on a la capacité de faire changer les choses. Puis je pense qu'on doit faire partie de cette conversation-là. Une des raisons, si c'est pas la seule, il y en a plusieurs, mais on cherche beaucoup à comprendre pourquoi on réussit pas comme société à agir pour l'environnement comme on le fait devant d'autres menaces. Il y a cette question-là qui anime les chercheurs en communication. Pourquoi est-ce qu'on sent que on n'arrive pas, on a tous les rapports scientifiques qui disent ça ne va pas bien, puis pourtant on n'adopte pas les réglementations pour y arriver. Encore récemment au Canada, on donne feu vert pour détruire l'environnement sans passer par les processus d'évaluation normale. On parle de projets de grandeur, de pipelines, de léoducs, d'exploitation, alors que toute la science nous dit qu'on doit ralentir, qu'on doit se défaire de cette dépendance-là. Puis là, pourquoi on n'y arrive pas? Mais on n'a pas une réponse simple à cette question-là. Mais un des éléments en fait qui possiblement qui pourrait nous amener vers des réponses, c'est qu'on se sent loin du problème. Il y a une espèce de ce qu'on appelle une distance psychologique. Puis là, on se dit, ben si on réduit la distance psychologique, peut-être qu'on va agir plus rapidement avec plus d'ambition. Et dans les facteurs qui influencent cette distance psychologique-là, ben un des éléments, c'est peut-être la santé. Et on a des études récentes qui ont été faites dans les dernières années qui démontrent que la santé, quand on parle de santé en parlant de climat, de pollution, de biodiversité, on est capable de réduire un peu la distance psychologique, on se sent plus près, plus concerné par le problème. Et des fois, mais ça, c'est associé à une plus grande envie d'avoir des politiques fortes, collectives, pour être à la hauteur de la solution. Puis moi, je pense que pour être capable de nourrir cette piste-là, on doit avoir plus de professionnels de la santé, un petit peu de domaines variés, des médecins, mais des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des psychologues, des infirmiers, des infirmières, des kinésiologues qui prennent position d'une voix commune pour dire on a besoin d'agir pour le climat, pour protéger la santé des gens. C'est un peu insoutenable de penser qu'on peut continuer d'améliorer la santé des gens aujourd'hui au Canada en 2025 sans considérer les éléments environnementaux. Puis je pense que si on s'intègre de plus en plus à la conversation, on va être capable de nourrir un changement de perception dans l'importance de certaines politiques publiques fortes.
Donc, j'aimerais revenir à quelque chose que vous avez mentionné plus tôt sur le fait que la biodiversité, c'est bon pour la santé. Et vous avez parlé de pandémie. Donc, justement, il y a quelques années, il y a eu la COVID-19 ça a éclaté et ça a duré pendant plusieurs années. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu à notre auditoire, c'est quoi le lien entre la COVID-19 et les autres pandémies et l'environnement? Ben, il y a encore tu sais, je veux dire, il y a encore un flou, tu sais, je veux dire, la pandémie a bel et bien existé, là, elle existe encore, là, il y a encore beaucoup de cas de COVID-19. On parle de pandémie quand il y a une maladie quelconque qui s'étend à plusieurs régions, qui touche différentes personnes à une échelle inattendue dans un sens. Lorsqu'on parle de risque de pandémie avec les perturbations climatiques, ça peut être lié à d'autres virus que celle de la COVID, là, mais ce qu'on sait, c'est que la majorité des maladies infectieuses qui touchent l'homme, il y en a plus de 50% d'entre elles là, qui sont affectées par les perturbations écologiques. Donc, c'est de dire que quand on joue avec l'environnement, ben on joue avec le risque d'infection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que que ce soit un virus, un microbe, une bactérie, un parasite, ils ont certains hôtes dans lesquels ils peuvent se répliquer, vivre leur vie, puis infecter d'autres gens. Et des fois, mais il arrive dans certains hôtes qui mettent fin au cycle de reproduction ou de prolongation de la vie. Fait, quand on le voit un petit peu, là, un exemple que je peux donner, c'est le cas de la maladie de Lyme, qui va peut-être permettre de mieux comprendre parce que c'est un peu complexe comme concept. Mais la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par une tique. La tique vit en Amérique du Nord, majoritairement dans les zones de forêt. Puis il y a différents animaux chez qui elle peut s'accrocher, vivre, puis éventuellement contaminer l'humain. Si la tique s'accroche à une souris, c'est un match parfait. OK? La tique va vivre sa vie, va se reproduire, la souris va se promener partout, va déposer des tiques un petit peu ici et là, et finalement, nous, on va être en contact. Mais si la tique s'accroche à un autre type de mammifère, elle va juste arrêter de donner la maladie de Lyme, elle va comme arrêter sa vie. Et donc, s'il y a beaucoup de plus gros mammifères dans lesquels la tique elle peut pas se reproduire, on contrôle un petit peu la quantité de maladies à laquelle nous, comme humains, on est exposés. Par contre, quand on fait de la déforestation, quand on fragmente les habitats naturels, on vient favoriser les petits animaux et pas les gros. Quand on fragmente les habitats naturels, mais les souris, ils s'adaptent super bien, mais les chevreuils, un petit peu moins. Puis, ce qui fait en sorte qu'on favorise finalement les animaux dans lesquels la tique qui est porteuse de la maladie de Lyme, peut vivre sa vie puis peut coloniser de nouveaux territoires. Puis c'est un petit peu ça la réflexion face au changement, aux perturbations écologiques. Quand on joue sur les chaînes de biodiversité, qu'on comprend pas toujours, hein, comme humains, il y a des choses qui nous sont inconnues dans les équilibres actuels de la nature. On vient se mettre à risque de provoquer soit des bris dans les chaînes ou de favoriser certains comportements ou certaines espèces animales qui pourraient nous être dangereuses. Et la maladie de Lyme en est un exemple. La façon qu'elle fonctionne ne nous met pas à risque nécessairement d'une pandémie de maladie de Lyme, mais ça nous permet de mieux comprendre comment on peut se retrouver plus exposé et plus à risque de l'attraper parce que on fragmente les habitats naturels, on détruit les forêts existantes, on les protège pas, et voilà. Fait que, tu sais, il y en a plein des exemples comme ça à travers le monde de maladies infectieuses qui sont influencées par les changements climatiques. Puis les scientifiques nous mettent en garde, là, ceux qui étudient les infections nous disent il y a énormément de virus qu'on ne connaît peut-être pas encore qui pourraient se développer ou profiter de déséquilibres dans les biodiversités pour utiliser l'humain comme réservoir et donc nous rendre malades. Et une des façons les plus utiles de se protéger, c'est de respecter les écosystèmes, respecter la richesse de la biodiversité. Puis d'ailleurs, il y a un fabuleux livre qui a été écrit là-dessus il y a quelques années par une journaliste française qui s'appelle Marie-Monique Robin, qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique des pandémies. C'est un essai, mais ça se lit comme un roman. Puis si c'est une question qui vous intéresse, moi, je vous dirais d'aller lire ce livre-là. C'est une magnifique ressource que moi, j'ai beaucoup appréciée. Votre réponse m'a fait penser à, en ce moment, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a une pandémie de grippe aviaire qui se répand beaucoup
chez les animaux en ce moment. Donc, il y a plein d'animaux de ferme aux États-Unis, un peu au Canada aussi, qui ont été touchés par ça, mais que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cette situation parce que ça touche principalement les animaux et qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont touchés encore par ça. Donc, pour ce genre de choses-là, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose que les gens devraient faire plus attention? Parce que ça se peut que ces choses-là puissent éventuellement toucher les humains d'une manière plus importante. Ben c'est clair, on a eu des pandémies liées à des variantes de grippe aviaire. C'est quelque chose qui à laquelle on est à risque là. Je peux pas prévoir le futur, mais c'est certain qu'en ne changeant pas nos systèmes alimentaires et en continuant d'avoir des élevages de masse où on favorise en fait, où on donne beaucoup d'antibiotiques aux animaux d'élevage, que ce soit les poulets ou les bovins. On crée des conditions qui favorisent l'émergence de virus qui peuvent contaminer l'humain. Quand on regarde d'où viennent c'est la racine des dernières pandémies de grippe aviaire qu'on a eues ou de variantes là, de H1N1 et de ce monde, ben c'était des élevages de masse. Puis je pense que ça nous rappelle que nos systèmes alimentaires actuellement ne sont pas compatibles avec les impératifs écologiques. Qu'on a peut-être besoin de voir non seulement notre rapport à la viande, mais surtout notre rapport à l'élevage de masse qui occupe des places importantes sur la surface terrestre, qui ont des impacts sur les systèmes écologiques, notamment parce qu'on requiert des grandes surfaces pour nourrir les animaux qui vont ensuite nous nourrir, et qu'en utilisant, pour optimiser les processus agricoles, on utilise des engrais à base de phosphore, d'azote, on utilise des pesticides, et tout ça, bien évidemment, ça finit par être dans l'océan, dans les nappes phréatiques, dans ce qu'on consomme, en occupant de l'espace qui pourrait être fait pour autre chose, puis qui pourrait permettre de nourrir soit plus de gens, mais aussi de rééquilibrer les écosystèmes. Fait que je pense qu'au-delà du risque d'infection qui vient avec les élevages de masse, c'est tout ce rapport-là à notre système agroalimentaire que je pense qu'on est mûr pour une révision. Puis d'ailleurs, quand on regarde le nouveau guide alimentaire canadien, c'est un exemple magnifique, en fait, c'est un excellent guide. On parle beaucoup plus de protéines basées sur les végétaux, d'assiettes équilibrées, d'avoir du plaisir en mangeant, mais il y a plus cette place prédominante-là qu'on accordait à la viande dans le passé. Elle a une place aux côtés de plusieurs autres sources protéinées d'origine végétale, puis je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, ceci me fait penser que, puisque le nouveau guide alimentaire canadien tend plus vers les protéines végétales, en tant que professionnel de la santé, est-ce que vous prodiguez des conseils à vos patients et vos patientes pour pouvoir faire des choix de vie qui sont meilleurs pour la santé et meilleurs pour l'environnement? C'est quelque chose qu'on fait quand même vraiment souvent, je vous dirais. Ce qui est difficile, c'est que nous, en médecine, on a une formation très, très brève sur la nutrition. On n'est pas des nutritionnistes. Puis souvent, on réfère, quand c'est nécessaire, à des gens qui ont une expertise en nutrition, les nutritionnistes certainement. Mais on a aussi beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui font des suivis de maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, et dont l'alimentation occupe une place très, très, très importante dans le traitement. Puis ce qu'on sait, c'est que les données sont très claires là-dessus, là. Pour les maladies cardiaques, ce qui fait la différence, puis qui est pratiquement autant, voire plus efficace que beaucoup de médicaments, c'est ce qu'on appelle une diète méditerranéenne, qui est beaucoup basée, en fait, d'inspirer des diètes au nord, en fait, autour de la Méditerranée, là. Mais c'est des diètes qui comportent, en fait, une base d'alimentation composée de fibres, de produits céréaliers entiers, de grains entiers, de bons gras, de sources de poisson, un peu de viande, surtout la viande blanche, là, pas de la grosse viande rouge, avec on parle plus de poulet que de bœuf, et des produits qui sont entiers. Donc, il y a comme pas vraiment de place pour les produits ultra transformés qui sont pourtant très présents dans nos épiceries, nos habitudes alimentaires, particulièrement en Amérique du Nord. Mais la diète méditerranéenne, il y a des beaux schémas qui existent sur Internet qui la mettent en image, mais elle sauve des vies. C'est souvent nous ce qu'on va préconiser parce qu'il y a plus d'études qui ont été faites pour la soutenir. Mais de façon générale, les principes sont assez universels.
manger des produits qu'on cuisine nous-mêmes, des grains entiers et des protéines d'origine végétale. D'ailleurs, tu sais, on peut parler de légumineuses, de noix, entre autres. D'ailleurs, tu sais, la viande rouge, en fait, majoritairement le bœuf, est non seulement très, très nocif pour l'environnement, mais c'est également une surconsommation de viande rouge est reconnue là, par l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur de risque pour certains types de cancers, notamment les cancers colorectals, là, donc le cancer du côlon, de l'intestin, du rectum. Donc, ça fait partie des choses qu'on connaît maintenant, puis dans les diètes qui sont saines, puis qui s'alignent avec les demandes écologiques, mais c'est des diètes qui font de la place à des aliments qui sont entiers, complets, variés, mais surtout des protéines d'origine végétale. Est-ce que vous avez d'autres recommandations de ce genre ou de conseils qui est bon pour la santé et bon pour l'environnement, qui est autre que dans le domaine de l'alimentation? Ben, le deuxième qui me vient en tête, et peut-être le plus facile, c'est le transport. On est dans des sociétés qui nous rendent et dans des emplois, pour la plupart du temps, qui nous rendent très sédentaires. On bouge très peu. Puis la sédentarité est associée à de la mortalité cardiovasculaire, donc maladie du cœur, maladie de la tête, maladie des vaisseaux, là, du cerveau. Il faut bouger dans notre quotidien. Il y a beaucoup de gens qui habitent à 1 kilomètre de leur travail puis qui vont quand même en voiture. Puis des fois, c'est pas parce qu'il y a pas d'autres alternatives, il y a pas de trottoir, il y a pas de zone sécuritaire où se déplacer en vélo. Fait que tout l'aménagement de nos communautés a un impact important sur nos habitudes de mouvement. Mais on sait que lorsqu'on se défait de notre dépendance à l'automobile, qu'on utilise le transport en commun ou les transports actifs, que ce soit le vélo, la marche, ben on bouge plus dans notre journée. On atteint des fois mieux nos cibles d'activité physique, mais on lutte aussi contre la sédentarité qui sont faire notre activité physique puis être sédentaire, c'est deux affaires qui souvent se ressemblent mais un petit peu différentes. Bouger, c'est bon pour le corps, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour la longévité, pour la vitalité, c'est important. Mais c'est aussi important de ne pas rester assis tout le temps dans la journée, puis de bouger un petit peu ici et là. Puis je pense que lorsqu'on regarde comment nos villes sont construites, particulièrement en Amérique du Nord, c'est beaucoup construit autour de la voiture. Puis malheureusement, ça nous rend sédentaires, ça nous rend un petit peu dépendants d'un moyen de transport qui finalement nous est nocif pour nous. Il y a personne qui se sent bien quand il est pris dans un bouchon de circulation. Ça peut faire augmenter le stress, ça prend du temps, ça bouffe du temps dans notre journée, puis c'est pas bon pour nous ni pour la planète. Alors que quand on a des villes qui se développent à échelle humaine, qui nous permettent d'avoir des trottoirs protégés, des pistes cyclables où on se sent en sécurité, ben là, les gens vont les utiliser, les gens vont se mettre à bouger. Puis lorsqu'on bouge régulièrement dans son quotidien, ben c'est bon pour sa santé mentale et c'est bon pour sa santé physique, et ça, à tout âge. Fait que ça, c'est un autre domaine où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent perdre un petit peu de poids, ils veulent bouger différemment, ils se sentent un petit peu pris, ils ont l'impression qu'ils dorment pas assez bien, mais souvent, on se rend compte que, on bouge pas assez dans notre journée. Notre corps est fait pour bouger. Puis malheureusement, l'aménagement construit de nos milieux de vie, de nos villes, nous encourage parfois à être un petit peu trop sédentaires et inactifs. Et je pense que c'est un magnifique domaine dans lequel on peut faire beaucoup de progrès rapidement. Puis c'est au-delà des conséquences climatiques de la voiture, ça a des conséquences importantes sur la qualité de l'air, sur la pollution atmosphérique. Puis on sait que les transports actifs et les transports en commun sont beaucoup moins polluants là, pour tout le monde. Oui, donc au cours de notre conversation, ça a l'air que pour pouvoir faire des changements environnementaux qui vont aussi améliorer la santé, il faut vraiment beaucoup de changements structurels et systémiques au niveau de la société. Donc, comment est-ce que les professionnels de la santé peuvent faire pour avancer ces changements systémiques et essayer de lutter pour ces changements structurels qui vont être bons pour la santé et pour l'environnement? Je pense que la première étape, c'est de nettoyer notre propre cours, c'est-à-dire notre système de la santé. Le système de la santé à travers le monde est responsable d'à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre. Si le système de la santé était un pays, il serait le 5e plus grand pollueur.
Au Canada, le secteur des soins de santé pollue plus que le secteur de l'aviation. Puis pourtant, on n'en parle pratiquement pas. On parle de réglementation sur l'aviation, le transport, etc., mais on parle très peu de la responsabilité du système de la santé. Puis ce qui est le fun, c'est que réduire l'empreinte écologique du réseau de la santé, c'est compatible avec l'excellence clinique, avec les bons soins pour les bons patients au bon moment, avec un partage de ressources puis un réinvestissement dans les soins de santé qui permettent de prévenir l'apparition de maladies puis de traiter des maladies très, très, très courantes qui sont très présentes dans la population. Et je pense que comme professionnels de la santé, si on montre l'exemple que nous, on est capable de réussir une transformation dans un système complexe avec plusieurs acteurs, ben on peut engendrer un mouvement encore plus grand. Et d'ailleurs, ça commence à se faire là, au Québec. On a maintenant une dizaine d'hôpitaux qui ont fait leur estimé d'empreinte carbone d'initiative un petit peu personnelle menée par différents acteurs, dont des médecins qui disaient c'est quoi le sens que je donne à une pratique si je traite des gens pour les retourner dans un environnement qui les rend malades, puis qu'en faisant ça, je pollue puis je contribue à la crise climatique. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire de plus pour vraiment avoir une belle cohérence? Et là, on commence à avoir des images plus précises d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Il y en a beaucoup qui est dans le transport des employés, dans les secteurs alimentaires, dans l'utilisation de matériaux malheureusement à usage unique. Donc, comment avoir des matériaux plus durables qu'on peut réutiliser, comment réduire la quantité de déchets produits. Tout ça, c'est vraiment mieux intégré dans la réflexion de plusieurs centres hospitaliers, de réseaux de santé au Québec dans les derniers mois, dernières années. Puis je pense que tranquillement, on va être capable d'arriver à des changements de pratiques importants. À travers le monde, il y a des pays qui commencent à réfléchir à ça de façon plus structurée. Puis le meilleur exemple que j'ai en tête, qui est pour moi une source d'inspiration, c'est ce que le Royaume-Uni fait. Ils ont un réseau de la santé qui est public. Et ils ont décidé de viser la carboneutralité d'ici 2040, qui est un objectif très ambitieux. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont mis tout le monde au travail. Ils ont dégagé des ressources humaines et financières pour atteindre cet objectif-là. Ça fait quelques années déjà qu'ils sont au travail, puis ils ont déjà atteint leurs premiers objectifs. Ils sont en train de nous montrer que c'est possible de le faire. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils ont le soutien de leur personnel. Il y a un taux d'appui envers cette démarche éco-responsable-là qui dépasse 94%, et ça, malgré les défis là, qu'on rencontre même au Canada, de difficultés d'accès à la première ligne, de temps d'attente dans les urgences, de manque de professionnels, de ressources. Les gens trouvent que c'est un projet qui est cohérent, qui donne un sens à ce qu'ils font au quotidien, puis que si ils veulent vraiment être capables d'être fiers de soigner des gens, il faut être capable de soigner un petit peu la planète en même temps pour pas que la planète rende les gens encore plus malades. Et je pense que ça, pour moi, c'est une source d'inspiration, mais on commence à développer les outils, les ressources d'expertise au Québec pour être capable de le faire à grandeur puis d'avoir des normes. Mais je pense que c'est un domaine où les professionnels de la santé peuvent agir, peuvent montrer l'exemple. Et peuvent inciter d'autres grands systèmes complexes à instaurer cette transition-là. Wow, effectivement, ça c'était quelque chose dont j'étais pas au courant, que le système de la santé était aussi polluant. Donc, c'est quoi, est-ce que vous pouvez mentionner un peu c'est quoi les choses dans le système de la santé qui polluent le plus et qui méritaient vraiment à être améliorées? Mais en fait, il y a différentes choses qui polluent. On fait des évaluations d'empreinte de système de santé en fonction de différents secteurs. L'énergie consommée. Au Québec, on est assez chanceux parce que la majorité, en fait, il y a quand même beaucoup d'énergie propre, d'énergie renouvelable qui est utilisée. Mais dans plusieurs endroits ailleurs au pays, dans le monde, on a beaucoup d'énergie fossile, donc du charbon qui est utilisé pour assurer l'électricité puis le chauffage dans les établissements. Fait que ça, c'est un premier élément à évaluer. Fait que la proportion de ça dépend un petit peu d'où on est, puis des températures qu'on côtoie, mais il y a encore beaucoup de dépendance aux sources d'énergie fossiles dans les systèmes de chauffage et d'électricité des établissements. Après, il y a tout ce qu'on consomme pour soigner des gens. Puis il y a beaucoup de choses que on n'utilise même pas, mais qui font partie de l'empreinte. En fait, c'est des choses qui font partie, qu'on garde à disposition d'eux, mais qu'on finit par jeter sans l'avoir utilisé, au cas où que, mais ça s'additionne. Il y a certains médicaments qui sont plus polluants que d'autres.
dont les gaz qu'on utilise en anesthésie pour endormir les gens. Un des exemples les plus classiques, c'est le disflurane, qui est très, très, très polluant, qui a un potentiel de réchauffement climatique beaucoup plus élevé que le gaz, que le CO2, puis qui peut être remplacé par des gaz moins polluants pour à peu près les mêmes résultats au niveau clinique. Le patient il est autant endormi, il sent rien, il est bien. Puis là, les pratiques commencent à changer en anesthésie. Puis les alternatives coûtent un petit peu moins cher. Puis il y a tout un système là, qu'on peut mettre en place pour réutiliser le gaz qui serait perdu dans les processus là, d'anesthésie. Mais ça, c'est un secteur où les gaz anesthésiants représentent une petite partie de tous les médicaments qu'on donne aux patients dans un hôpital, mais qui occupent une partie importante de l'empreinte carbone. On parle à peu près 5% là, de l'empreinte carbone des réseaux de la santé serait attribuable aux gaz anesthésiants puis à un médicament, à des pompes qu'on donne là, pour les maladies pulmonaires comme de l'asthme. C'est une fraction de ce qu'on prescrit. Mais pourtant, ça occupe une proportion importante. Puis ça, on sait qu'on a des alternatives qui fonctionnent aussi bien pour traiter la maladie, avec des belles réponses au niveau des symptômes, puis de la résolution, en fait, du problème de santé, mais qui sont beaucoup moins polluantes pour l'environnement. Après, il y a tout le secteur, en fait, ce que les données nous montrent là, pour les systèmes de santé. Les analyses ont été faites dans la région de Montréal, surtout, mais c'est qu'à peu près le tiers qui vient des émissions pour le déplacement des professionnels de la santé vers leur lieu de travail. Ce qui révèle un petit peu notre dépendance à la voiture, mais c'est à peu près le tiers là, des émissions qui viennent des déplacements entre la maison et le lieu de travail. Puis il y a certaines régions, dont à Laval, qui ont commencé à réfléchir avec la société de transport locale, la société de transport de Laval, sur comment optimiser les chaînes d'autobus et de déplacements en commun là, pour répondre mieux à la demande des professionnels de la santé, initiatives de covoiturage, etc. Puis l'autre volet qui est aussi important, mais c'est le volet de l'alimentation. C'est à peu près 10 à 15% de l'empreinte totale. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on décortique un petit peu par aliment, on se rend compte dans certains établissements que le bœuf, qui est encore servi, représente 3 portions des achats, de ce qu'on achète, 3%, pardon, de ce qu'on achète, mais qui occupe 13% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'alimentation. Fait qu'il y a comme une disproportionnalité entre la quantité servie de l'aliment puis son impact environnemental, ce qui peut nous inciter finalement à ne plus servir de bœuf, qui peut être remplacé par beaucoup d'autres beaux aliments qui sont moins polluants, qui ont une valeur nutritionnelle identique, voire supérieure. Et ça, il faut avoir les chiffres pour être capable un petit peu de justifier nos changements, mais c'est un petit peu le portrait. Fait qu'il y a une portion qui est tout le matériel à usage unique ou à usage zéro qu'on utilise, qui est beaucoup fait de plastique. Beaucoup de choses qui sont pas réutilisables, malheureusement, qu'on recycle pas adéquatement. Beaucoup lié aux médicaments, à l'alimentation, au transport, puis à l'énergie utilisée pour le bâtiment. Je trouve vraiment intéressant quand vous avez mentionné l'exemple du bœuf, parce que je sais que plus tôt, vous avez mentionné que consommer trop de viande rouge, ce n'était pas bon pour la santé, mais que dans les hôpitaux, cet aliment qui est pas bon pour la santé est quand même servi pour les patients et les patientes. Donc, en fait, tout c'est une question d'exposition. Le bœuf la viande rouge peut être un cancérigène, particulièrement quand elle est transformée. Fait qu'on parle beaucoup de charcuterie, mais la viande rouge fait partie des cancérigènes reconnus. Après, c'est une question de quantité consommée puis d'exposition. C'est pas en mangeant nécessairement de la viande rouge une fois dans un repas de la semaine, dilué avec autre chose qu'on devient malade. Je pense que c'est important de pas faire d'alarmisme sur cette question-là. Le problème vient plus d'en manger de façon répétée pratiquement tous les jours. La majorité des menus, les menus hospitaliers sont développés avec des professionnels là, en alimentation. Et là, il y a quand même un changement pour respecter de plus en plus le nouveau guide alimentaire canadien.
L'alimentation, c'est très culturel aussi, fait qu'il y a un changement au niveau de l'éducation, je pense, de la sensibilité à faire pour changer un petit peu nos références culturelles en termes d'alimentation, puis qu'on commence à trouver ça un petit peu moins bizarre, qu'on ait des lentilles et des légumineuses dans l'assiette. Mais tu sais, c'est pas un aliment qui est servi d'emblée à tous les repas à l'hôpital, mais ça arrive qu'il y en a dans les assiettes. Je pense que tranquillement, mais les menus changent, la viande rouge pour des viandes maigres, que ce soit la dinde, le poulet, mais ça existe, c'est encore servi. Fait que je pense que quand on a le chiffre comme ça, on a une justification encore plus grande de faire un changement plus rapidement dans les menus. Mais ces évaluations-là sont en train d'être faites. Mais je trouve que c'est un exemple très concret où c'est un petit geste qui est pas très compliqué à faire comme changement, mais qui peut avoir un impact environnemental et sur la santé important. Puis on est à la recherche de ce type de gestes-là pour montrer qu'on est capable d'avoir du succès, puis donner le goût à plus de gens d'embarquer dans cette transition-là. Oui, donc j'aimerais aussi, pour changer un peu de registre, j'aimerais savoir que si vous avez des patients et des patientes qui vivent dans un environnement où il y a beaucoup de facteurs polluants, et que c'est souvent des personnes qui sont plus marginalisées dans la société et qui ont moins de recours ou de ressources pour pouvoir comme changer leur environnement. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner à ces personnes-là pour essayer le mieux possible de protéger leur santé des facteurs polluants auxquels elles sont exposées? C'est une grande question, puis je trouve ça c'est sensible à répondre parce que les gens qui vivent dans des quartiers plus vulnérables aux aléas climatiques, ils le savent. Puis on n'a pas toujours le choix d'où on vit. Puis il y a toujours une sensibilité dans cette conversation-là parce que tu veux pas créer un sentiment de culpabilité ou exacerber ou aggraver des préoccupations anxieuses qui pourraient être légitimes. Et je pense que notre rôle, c'est d'être capable de quand même nommer aux gens s'ils sont exposés à des risques qui sont importants ou non négligeables pour leur santé. Moi, je parle fréquemment d'exposition à la chaleur, comment faire pour se protéger l'été quand il fait très chaud. Ça nous est arrivé, nous, comme groupe de médecins à la clinique où je travaille, d'écrire des lettres ouvertes, d'écrire aux élus du quartier pour leur faire part de certaines préoccupations en lien avec l'environnement dans lequel nos patients vivent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire comme professionnel de la santé. Individuellement, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, d'avoir une sensibilité par rapport à ces questions-là, se rappeler qu'on n'a pas toujours le choix. Puis mon objectif sera jamais de faire sentir quelqu'un coupable parce qu'il vit dans un logement qui est mal construit pour la chaleur. Mais mon rôle, c'est de sensibiliser à quoi faire pour se protéger quand c'est possible. Et ça, ça demande une belle balance entre reconnaître ce qui est notre ressort individuel et collectif, mais se rappeler que la crise environnementale repose sur les épaules de tout le monde. Ça sera jamais un défi individuel qu'une seule personne doit porter. Puis je pense que cette balance-là, elle est importante à faire parce qu'on le disait tantôt, on en parlait tantôt au début, la vulnérabilité, elle est parfois lourde à porter, mais on est rarement... Ça ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Puis des fois, on accumule sans le vouloir des vulnérabilités, qu'elles soient historiques, sociales, construites. Et je pense que ça nous demande, je vais le redire, mais une certaine sensibilité pour pas que les gens se sentent encore plus coupables, alors que on devrait taxer les pollueurs, on devrait réglementer les industries qui en profitent, puis on devrait arrêter de détruire les espaces naturels. Justement, parlant d'îlots de chaleur, on est en plein été et les vagues de chaleur, c'est un sujet qui est très d'actualité. Donc, comment est-ce que les gens peuvent faire pour pouvoir se protéger des effets des îlots de chaleur et des vagues de chaleur? Le plus important pour la chaleur, c'est d'avoir des environnements qui ne retiennent pas la chaleur. Fait, de déminéraliser les surfaces, de respecter les espaces naturels, de planter des arbres, des jardins, des bandes d'arbustes, ça permet de réduire la chaleur ambiante.
Un arbre peut réduire la chaleur d'à peu près 10 à 12 degrés. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Fait que, première étape, au niveau de l'aménagement de nos communautés, il faut être capable de verdir beaucoup plus nos espaces de vie. Après, il y a des normes du bâtiment qui peuvent être faites pour favoriser les échangeurs, les matériaux qui évacuent mieux la chaleur, qui en absorbent moins, que ce soit dans les couleurs, les choix, etc. À une échelle individuelle, lorsqu'il fait très chaud, moi, je suggère de diminuer un petit peu notre rythme de vie, c'est-à-dire d'éviter de faire des activités physiques intensives dans les périodes où il fait très chaud, ralentir, plus se reposer, éviter de sortir dans les pires moments de la journée, là, souvent 10 heures puis 4-5 heures le soir. S'assurer de boire assez d'eau, fait que d'augmenter notre apport parce qu'on va suer inévitablement. D'être capable de ventiler si on peut. Un climatiseur peut faire un bel échange d'air, permettre à notre corps d'évacuer un petit peu mieux la chaleur. Des barbettes d'eau froide, bain lorsque possible, se baigner, ça fait partie des solutions. Particulièrement inquiétant la chaleur pour les personnes âgées. Fait que je vous dirais, si vous avez des personnes âgées qui vivent seules dans votre entourage, de les appeler régulièrement parce ce qui sauve le plus de vie, c'est d'être capable de capter les premiers moments où on tombe vers un coup de chaleur. Puis un coup de chaleur se manifeste par souvent des propos confus, on vient un peu mélangé, on se sent très faible, on est sec, on sue même plus, puis notre température corporelle augmente. Puis des coups de chaleur, c'est très mortel. Puis souvent, chez les personnes âgées, la partie de notre cerveau qui est responsable d'un petit peu d'agir comme thermomètre est un petit peu moins efficace. Fait qu'on ressent moins les signaux de soif. On évacue la chaleur moins efficacement. Et ce qui fait en sorte que les personnes âgées sont souvent plus vulnérables. C'est souvent elles, malheureusement, qui vont décéder quand il fait très chaud. Et donc, si on a des personnes patiemment qui vivent seules, qui ont certaines formes qui ont besoin d'assistance pour se nourrir, s'hydrater, se déplacer, qui vivent dans des logements des fois très petits ou qui a pas une belle aération, qu'on les appelle régulièrement, qu'on va les visiter, puis si on a un doute sur leur état de santé, qu'on les amène à l'hôpital ou voir un professionnel de la santé, ça sauve des vies. Fait que je vous dirais, si on est jeune et en bonne santé, de modérer un petit peu son envie de faire un marathon quand il fait 40 degrés, là. Je le dis un peu à la blague, mais on voit des jeunes qui disent « Ah, c'est pas grave, je fais mon entraînement à la chaleur », mais je vous dirais d'y aller progressivement puis de réduire un petit peu l'intensité. Moins intense, plus court l'entraînement, moins de vitesse, puis idéalement le matin ou tard le soir quand il fait plus frais. S'assurer qu'on boit de l'eau, qu'on passe du temps dans les zones de fraîcheur et qu'on fasse attention à nos personnes âgées. C'est bon. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour vous. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous jugez qui est important d'ajouter, mais dont on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder? Non, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Tu sais, moi, en termes de messages peut-être importants, je pense que s'il y a quelque chose qu'on veut retenir, c'est que la crise, tu sais, on est dans une crise écologique qui inclut les changements climatiques, la pollution atmosphérique, le déclin de la biodiversité. Ces trois enjeux-là partagent des causes communes, c'est-à-dire qu'on exploite les ressources naturelles à un rythme non renouvelable, particulièrement les énergies fossiles, et que ça a des impacts importants, actuels, négatifs sur la santé de tout le monde. Et que si on veut améliorer la santé, il ne sera jamais trop tard pour sauver des vies, mais la transition écologique est nécessaire. Puis cette transition-là doit inclure de revoir nos liens avec l'environnement naturel, avec ce qui nous entoure. La nature n'est pas opposée à nous, on n'est pas une diade, on est la nature. Et que la transition, elle peut être bénéfique et porteuse pour la santé. Lorsqu'on parle de communautés qui sont résilientes, qui sont axées sur le transport durable, qui ont des îlots de fraîcheur, ça sauve des vies, c'est bon pour notre santé physique, notre santé mentale. Puis pour moi, parler de transition écologique, ça fait partie de ma job comme médecin parce que c'est voire plus efficace que beaucoup de traitements que je prescris pour sauver des vies puis rendre les gens plus en santé. Fait tu sais, si on retient que les changements climatiques, la pollution, la biodiversité, c'est une question de santé, pour moi, l'objectif aujourd'hui est atteint. Puis de se rappeler en deuxième intention que d'agir pour contrer les changements climatiques, pour améliorer la qualité de l'air, puis protéger la grande et belle variété d'espèces vivantes avec qui on cohabite, c'est des traitements pour nous. Et ça, ça peut que nous amener du bien aujourd'hui et dans le futur.
Merci beaucoup! Avec plaisir. Vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et événements et de mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'Environment in Canada podcast sur le Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous trouvez vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal 90.3 FM toutes les 2 semaines, le mardi à 11h, heure de l'Est.